Je l'avoue, je commence à m'y prendre aux jeux des faits méconnus autour de mes univers de pop culture préférés. Et après avoir consacré un épisode au film Marvel puis à la saga Star Wars, c'était un peu logique pour moi de parler cette fois de Game of Thrones, toujours en compagnie d'un guest de qualité. Après tout, GOT c'est l'un des shows qui m'ont fait le plus vibrer. Sans plus tarder, je vous invite donc comme d'habitude à vous installer confortablement. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle avec le copain Maître Thibaut de 5 faits méconnus sur Game of Thrones. Bon visionnage. Basée sur un univers particulièrement riche, cette série a su à travers les saisons nous tenir en haleine durant de nombreuses années. Entre autres grâce à ses nombreuses intrigues mais aussi grâce au mystère qui possède disons-le une place assez particulière dans la série. Un véritable jeu s'est alors créé autour de cet aspect, poussant les fans du show à se questionner autour de nombreuses zones d'ombre, soit d'entre autres spéculer autour de personnages mystérieux, de prophéties douteuses ou encore de cultes secrets et mystiques. Le plus parlant d'entre eux étant sans grande surprise le culte dédié au dieu Multiface, culte duquel découlera la confrérie des 100 visages sur laquelle portera le premier fait de notre sélection. Ah là là, les 100 visages, ceux qu'on retrouve toujours dans les théories du complot liées à Game of Thrones. Ils seraient partout, auraient permis à certains personnages très importants de se faire passer pour morts ou que sais-je. Bref, ils sont pour beaucoup la représentation du mystère dans la série, et c'est un peu vrai. Les 100 visages sont avant tout des assassins, formés dans la demeure du noir et du blanc. Car oui, bien que The House of Black and White soit un temple dédié au dieu Multiface, le bâtiment sert également de base à la confrérie des 100 visages. C'est d'ailleurs à l'intérieur de ce bâtiment qu'il sera possible pour nous de suivre une partie de l'entraînement d'Arya, le tout dans le but de faire d'elle personne, no one, soit en d'autres mots, un sans visage. Mais bon, ça c'est en théorie, puisqu'on le sait, Arya avait un tout autre plan en tête. Dans tous les cas, tuer à des fins personnelles, comme dans le cas d'Arya, est strictement interdit au sein de la confrérie des 100 visages. Les 100 visages sont, comme précisé, des servants du dieu Multiface, une divinité qui, d'après eux, est vénérée partout dans le monde, toutefois sous différents visages ou non. Ainsi, selon les croyances des adeptes du dieu Multiface, que ce soit les nouveaux ou les anciens dieux pour ne citer qu'eux, ils seraient tous la seule et même divinité. Il est d'ailleurs possible d'entre autres, voir l'emblème du Seigneur de la Lumière à l'intérieur de la demeure du Noir et du Blanc, comme l'une des nombreuses représentations du dieu Multiface. Bien évidemment, les 100 visages sont surtout des assassins qui, contre rémunération, donneront à votre cible le don de la mort. Car oui, la mort est selon eux une sorte de cadeau, puisqu'elle permet de s'affranchir de la souffrance de la vie. Concernant la possibilité de solliciter la confrérie pour un assassinat, il faut savoir que le prix à payer peut énormément différer d'une cible à une autre, allant pourquoi pas jusqu'à exiger la mort de ton enfant si tu es venu dans le but de tuer l'enfant de ton ennemi. En bref, le fonctionnement des 100 visages est assez particulier pour ne pas dire extrêmement complexe. Loin de la série, l'un des rares exemples qu'offrent les livres concerne par exemple Daenerys, dont le prix a été estimé supérieur à celui de louer toute une armée, rien que ça. En résumé, le prix change selon l'importance de la victime ainsi que la difficulté de la tâche, ce qui est disons-le assez logique même pour une confrérie aussi mystérieuse que celle des 100 visages. Une chose est sûre, lorsqu'un 100 visages accepte votre offre, celui que vous avez nommé est mort. Peut-être pas ce jour-là, peut-être pas cette année-là, mais bientôt et inévitablement. Les maîtres ne s'accordent pas tous sur l'origine des dragons. Certains disent qu'ils proviennent d'Ashai où les œufs sortent des profondeurs de la terre, d'autres affirment qu'ils sont nés dans les chaînes de montagnes volcaniques des 14 flammes à Valyria, ou encore qu'ils proviendraient de l'espace, car selon une légende tenace, la lune aurait explosé et les éclats qui se seraient écrasés sur Terre auraient donné naissance aux dragons. Êtres cosmiques ou surnaturels, les dragons fascinent autant qu'ils sont redoutés à Westeros. Morphologiquement, un dragon est une espèce à 2 pattes et 2 ailes, crachant du feu, pouvant vivre plusieurs siècles et grandissant en continu jusqu'à sa mort. Quant au genre des dragons, il est difficile de savoir s'ils sont des mâles ou des femelles, ou les deux, changeant au gré des besoins et des saisons. Des maîtres se sont également penchés sur cette question épineuse et aucun n'a été capable d'apporter une affirmation là-dessus. La nature et les créatures fantastiques ont aussi leur part de mystère, n'est-ce pas ? Toujours est-il que les dragons ne sont pas à confondre avec leurs cousins, les vouivres ou wyvernes en anglais, qui sont plus petites, vivent en groupe et ne crachent pas de feu, car rappelons-le, seul l'auteur est maître de son univers. Il semblerait également que d'autres espèces proches parentes des dragons sont réparties un peu partout sur le continent. On peut trouver des dragons des glaces, des espèces vivant dans le nord dans la mer Grelotte qui sont gigantesques et crachent de la glace pouvant geler instantanément tout navire s'approchant d'eux. Les vers de feu, des dragons rampant sous terre,
vivent quant à eux à Valyria, creusant des réseaux de galeries souterraines sous les montagnes. On pourrait aussi mentionner le cas de Naga, la dragonne des mers qui a été vaincue par le roi gris à l'époque de l'âge des héros sur les îles de fer, fondant par la même occasion les dynasties royales des Fernés. Enfin, Game of Thrones ne s'est pas fait prier en introduisant une nouvelle variante des dragons, le spectre dragon ou le dragon marcheur blanc. Même si le script de la saison 7 parle d'un dragon de glace, les caractéristiques de Viserion ne sont clairement pas celles d'un dragon des glaces, détruisant le mur et une partie de Winterfell sans pour autant congeler ses victimes comme indiqué dans les légendes. Pour ce qui est de l'explication concernant le contrôle exercé par les Valyriens sur leurs dragons, de nombreuses questions se posent encore. Ont-ils réussi à briser la volonté des dragons et à les plier à leur volonté ? Est-ce que le fait de placer un œuf de dragon près d'un enfant Targaryen favorise le lien qu'ils tisseront plus tard? Ou bien ont-ils utilisé de la magie obscure pour créer ce fameux lien? Une hypothèse très populaire veut que les Valyriens utilisaient des corps de contrôle et grâce à la magie du sang en sacrifiant des esclaves, ils pouvaient aussi contrôler leur monture ailée. Sincèrement, je pense que toutes ces versions ont une part de vérité, car tout fait a une explication logique. Des prophéties, il y en a plusieurs dans l'univers du Trône de Fer, et on a même l'occasion à travers la série d'en entendre quelques-unes. Toutefois, force est de constater que la série se concentre surtout sur une seule d'entre elles, notamment à travers le personnage de Mélisandre, soit la prophétie du prince qui fut promis. Les fans se sont même pris au jeu, tentant d'ajouter Jon ou encore Daenerys dans l'équation, mais finalement rien ne semble s'être produit comme prévu, à moins que la prophétie n'ait été mal interprétée, soit le propre des prophéties. Pour Azor Ahai, Mélisandre est claire, qu'on saignera l'étoile et que les ténèbres se regrouperont, Azor Ahai renaîtra parmi le sel et la fumée pour réveiller les dragons de la pierre, faisant ainsi du prince qui fut promis sa réincarnation. Azor Ahai qui, rappelons-le, est selon certaines croyances, le héros qui sauva le monde durant la première invasion. Et si je précise selon certaines, c'est parce qu'en réalité un tel héros se trouve un peu partout dans le monde, à travers différentes croyances et peuples. Si Azor Ahai trouve source à Asshai, on peut par exemple noter que dans le nord de Westeros, il est surtout question du dernier héros. L'appellation est différente, peut-être même que le personnage est différent lui aussi, mais bizarrement, tout semble indiquer qu'ils soient tous les mêmes personnages. Du moins, c'est un élément sur lequel beaucoup de fans sont d'accord. Les deux personnages sont d'ailleurs présentés possédant une épée particulière avec même certaines légendes autour de leur création. Une chose est sûre, l'épée de ce héros était bel et bien une lame en verre dragon, qu'on retrouve bien évidemment à travers la dague qu'Arya utilisera pour éteindre les ténèbres, pour tuer le roi de la nuit. Mais du coup, le prince qui fut promis, c'était qui? Eh bien, personne ne peut répondre à cette question, surtout lorsque cela se base uniquement sur une prophétie. Après tout, même Martin, auteur de l'œuvre originale, se plaît à préciser concernant les prophéties qu'elles ne sont en aucun cas fiables. Les marcheurs blancs sont sans doute les êtres les plus étudiés et analysés lors des nombreux débats qui accompagnaient chaque sortie d'épisode de Game of Thrones. Qui sont-ils? Pourquoi veulent-ils détruire les hommes? Quel est le but du roi de la nuit? Toutes ces interrogations n'ont plus de secret pour nous après la fin de la série, les dernières saisons ayant réussi à répondre à toutes les questions laissées en suspens. Mais s'il y en a bien certaines qui demeurent, comme le devenir des enfants de Craster convertis en marcheurs blancs, ou bien encore l'identité de leur chef, le glacial roi de la nuit, la série nous a tout de même apporté une réponse à un mystère. Que peuvent bien signifier les étranges spirales laissées par les marcheurs blancs? Le scénariste de l'épisode 1 de la saison 8 s'est exprimé à ce sujet, disant, je cite, « Comme nous l'avons vu avec Bran et la corneille à 3 yeux, le motif en spirale était sacré pour les enfants de la forêt qui ont créé le roi de la nuit en sacrifiant un homme capturé dans une spirale de pierre. Le roi de la nuit a ensuite adopté ce symbole comme une sorte de blasphème, à la manière de Satan avec la croix renversée. Ainsi, la spirale des marcheurs blancs ne serait ni plus ni moins qu'une parodie morbide des symboles sacrés des enfants de la forêt. Cela pourrait renvoyer directement au mythe de Frankenstein, la créature créée par un savant fou qui se retourne contre son créateur, détruisant tout ce qu'il avait accompli. Le roi de la nuit et indirectement les marcheurs blancs sont les créatures des enfants de la forêt. Ils ont été créés par la haine et le désespoir des enfants de la forêt contre les premiers hommes qui étaient en train de gagner la guerre à une époque très reculée. Le roi de la nuit a donc adopté ce symbole très sacré pour les enfants de la forêt pour se moquer de ses créateurs qui vénéraient ces symboles via des pierres. De fait, le symbole est signe de vie pour les enfants de la forêt grâce aux arbres et aux pierres qu'il renvoie à la nature, ordonnées et puissamment ancrées dans la terre, tandis que le roi de la nuit renvoie à la mort en utilisant des cadavres pour ses spirales.
Un vecteur de la mort en quelque sorte, rien à voir avec une potentielle familiarité avec le logo des Targaryens, inventé par le roi Aegon Ier le Conquérant des millénaires après la création des créatures de l'hiver. Et pour le 5e fait de notre sélection, eh bien j'ai eu une petite idée assez cool, puisque ce sera à vous, chers explorateurs, de nous proposer plein de faits méconnus autour de l'univers de Goth. Car oui, pourquoi se contenter de 5 ou même de 10 faits méconnus quand on peut en avoir, qui sait, une centaine, et ça, c'est beau. Bref, à vos claviers, faisant en sorte que l'espace commentaire devienne une source d'informations supplémentaires à la vidéo, et comme ça tout le monde pourra participer. Voilà. Si cette vidéo 5 faits sur Goth vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu du roi de la nuit, c'est très important et récompense énormément le travail fourni. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Maestro Thibaut, foncez, c'est clairement la chaîne à suivre si vous êtes de près ou de loin fan de Goth, The Witcher ou encore le Seigneur des Anneaux. Et bien sûr, si c'est votre première fois sur ma chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, on parle de plusieurs univers, surtout avec ce format qui me plaît énormément. D'ailleurs, si vous avez des idées sur quel univers on pourrait traiter dans le prochain épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir et aussi à activer la petite cloche pour ne rien rater. Juste avant de terminer, je vous redirige vers les 5 faits méconnus dans Marvel ou encore Star Wars. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.